Bonjour, bienvenue aux incontournables de la littérature étrangère pour le mois de décembre 2022. C'est la librairie Monet Benoît qui vous présente donc ces incontournables, en commençant avec le Anya Yanagihara, Vers le paradis, son tout nouveau roman qui vient quelques années après Une vie comme les autres, qui avait été un énorme succès, qu'il avait vraiment révélé sur la scène littéraire. Donc, cette fois-ci encore, pour ceux qui la connaissent et qui l'ont lu, on est parti pour plus de 800 pages d'un roman vraiment, je vais faire du mieux que je peux pour vous résumer cette histoire, qui est en fait 3 romans en un. Il s'agit donc d'abord d'une maison à Washington Square à New York. C'est dans cette maison que les 3 romans dans le roman vont se dérouler. On a d'abord un roman qui se déroule à la fin du 19e siècle, en 1893, et c'est une uchronie, en fait, qui commence le roman. On est donc à New York et les États du nord-est des États-Unis se sont séparés du reste de l'Union. Il y a eu guerre de sécession, mais sur le thème du mariage gay. Et donc, dans cette uchronie, ce groupe d'États du Nord, les États libres, sont constitués d'une population qui est environ à 50% homosexuelle. Tous les homosexuels se sont dirigés vers les États du Nord pour être protégés dans les États libres. Et dans ce contexte-là, dans cette maison de Washington Square, le personnage principal, David, qui est le fils enfin, l'héritier d'une fortune bancaire, est courtisé par 2 hommes. Donc, il y a un genre de fil un peu Jane Austen, je dirais, dans ce roman du 19e à New York, mais c'est 2 hommes donc, qui vont le courtiser. Et David va apprendre dans le cours du roman certains éléments sur un des 2 hommes, et va remettre en question sa situation et va rêver d'un paradis. Ce paradis, c'est la Californie. Il va se demander s'il ne devrait pas quitter la sécurité des États libres pour se diriger donc vers ce paradis que serait la Californie. Donc, sacrifier l'aventure et un possible paradis contre la sécurité dans les États du Nord-Est. Donc, premier roman qui se termine donc avec un retour dans le presque présent. On est au 20e siècle en 1993 et c'est toujours New York, c'est toujours cette même maison, mais cette fois-ci, on est avec un David qui est en pleine pandémie. Elle n'est pas nommée, on devine que c'est bien le sida dont il est question. Et on pourrait penser que dans ce deuxième roman, Yanagihara va retourner un peu vers les thèmes de son précédent roman. Et pas du tout. En fait, ce qui va se produire pour David, qui est de descendance, en fait, qui est d'origine hawaïenne, ça va être un roman du retour vers les origines. Donc, David, qui est américain, mais qui est d'abord, avant tout, hawaïen, va reprendre connaissance avec ses racines et essayer il va nous raconter, en fait, que sa famille, très ancienne, il aurait pu être roi d'Hawaï si les États-Unis n'avaient pas, dans son colonialisme, envahi les îles d'Hawaï, qui sont aujourd'hui entièrement intégrées à la culture américaine, alors qu'il y a bel et bien une culture hawaïenne. Donc, c'est le récit du colonialisme de l'intérieur des États-Unis. Et ce sont aussi les origines de l'autrice. Donc, c'est un peu pour elle, peut-être, l'occasion de donner certains éléments autobiographiques dans son roman. Et le tout dernier roman, lui, c'est une dystopie. Donc, on s'en va en 2093, toujours à Washington Square. Cette fois-ci, une jeune femme qui habite dans la maison va découvrir une correspondance entre 2 personnages dont les noms nous sont familiers à cause des 2 premiers romans. Et cet échange de correspondance va nous faire vivre les différentes étapes au 21e siècle, les pandémies successives, puisque celle que nous vivons présentement dans cette dystopie n'est qu'une première. Il y en aura plusieurs. Et le pays, à l'époque de cette dystopie, va donc... Internet n'existe plus, a été interdit, et le centre du pouvoir mondial se trouve à Pékin. Donc, le livre, qui a évidemment écrit, non pas cette année, a je dirais, cette prémonition de ce qui se passe présentement en Chine, c'est-à-dire, dans un premier temps, il y a quelques semaines, l'affermissement du pouvoir du dictateur en place, et puis présentement, au moment où je vous parle, les révoltes dans la Chine. Donc, de quel côté ça va tomber, et est-ce que la dystopie imaginée par Yanagihara va se concrétiser? C'est ce que le roman donne à penser. C'est vraiment une confrontation, je dirais, entre l'idée du paradis
la Californie ou le paradis perdu, Hawaï, et l'utopie, l'utopie via la technologie qui va nous être retirée. Et qu'est-ce qui restera de tout ça? Donc, Vers le paradis, je dirais presque point d'interrogation, de Anya Yanagihara, c'est aux éditions Grasset. On va retourner au 19e siècle, non pas à la guerre qui a mené les gays dans une uchronie dans les États du Nord-Est, mais bien tout de suite après la guerre de sécession, La douceur de l'eau, de Nathan Harris, c'est aux éditions Philippe Ray. Premier roman et coup de maître pour Nathan Harris, qui s'est retrouvé finaliste au prix Booker, pardon, pas au prix Booker, mais oui, au Man Booker Prize. Et donc, Nathan Harris a décidé de raconter ce moment très particulier dans l'histoire américaine qui se situe dès les premiers jours de la fin de la guerre de sécession, guerre qui a été déclenchée évidemment par la fin des lois esclavagistes. Et donc, on est dans le sud des États-Unis, et deux jeunes frères, deux jeunes ex-esclaves, donc qui se retrouvent soudainement entièrement libres, mais c'est une liberté pleine d'amertume parce qu'évidemment, ils ne sont plus esclaves, mais ils n'ont plus de travail. Et c'est la période tout juste avant la reconstruction, qu'on appelle la période qui commence en 1869 aux États-Unis, qui vont voir revenir par la porte d'en arrière toutes les lois ségrégationnistes qui vont mettre jusqu'aux années 60 au 20e siècle à être remises en question, la loi de Jim Crow. Donc, pendant quelques mois, quelques courtes années, les esclaves donc, vont se retrouver, comme les deux personnages du roman, qui n'ont jamais connu que l'esclavagisme, vont se retrouver libres, mais pour quelle liberté? Et donc, ils vont se retrouver à faire un peu du camping sur un terrain dont ils vont découvrir qu'il appartient donc à un propriétaire terrien qui vient du Nord, donc un blanc. Et plutôt que de les chasser, ce propriétaire va leur offrir du travail. Il avait le projet de partir une ferme avec son fils, mais son fils est mort à la guerre de sécession, et donc il va engager ces deux jeunes frères et va les traiter de façon tout à fait juste, va leur offrir de bons salaires et va les traiter un peu. En fait, ces deux jeunes hommes vont un peu prendre la place vont un peu combler le vide laissé par le fils mort à la guerre. Ce qui ne sera pas évidemment sans conséquence, puisqu'au lendemain de la guerre de sécession, dans ce petit village du Sud, ce propriétaire qui ose bien traiter des ex-esclaves, ça aura des conséquences qu'on peut imaginer assez dramatiques. Donc, roman tout à fait original dans son sujet, dans son traitement, La douceur de l'eau, de Nathan Harris, aux éditions Philippe Ray. Un romancier toujours très controversé, Jonathan Franzen, qui nous présente son nouveau roman, Crossroads, publié aux éditions de l'Olivier. Franzen est toujours très controversé. Les critiques qui apprécient son travail sont souvent dithyrambiques, mais ceux qui ne l'aiment pas le détestent vraiment profondément. J'ai trouvé ça assez étonnant, me promenant de critique en critique, de voir que souvent, ceux qui le portaient au nu ont été déçus par ce roman, alors que ceux qui détestaient ses livres ou qui lui reprochaient de souvent présenter ses personnages sous une lumière très peu sympathique sont ici plutôt dithyrambiques. Donc, c'est vraiment très contrasté. Une histoire qui se situe à un tournant en 1971. La contre-culture a explosé dans la culture américaine et on se retrouve donc, comme souvent chez Franzen, dans une famille, chez un pasteur, dans une ville du nord des États-Unis. Et ce pasteur a une très forte tentation de vivre une aventure avec une des paroissiennes. Il a donc tout ce problème moral qui se présente à lui. Et on oublie souvent que la contre-culture, la Californie 1967, tout ce mouvement-là va quand même prendre un certain temps à entrer, je dirais, dans toutes les couches de la population. Et les années 70, ça a souvent été décrit comme la décennie de la me-generation, c'est-à-dire qu'après les grands projets collectifs, la contestation culturelle, politique, la guerre du Vietnam, les années 70 ont été le refermement, enfin le retour sur soi, le développement de tout ce qu'on appelle maintenant le développement personnel. Donc, le roman de Franzen semble le titre, c'est vraiment La croisée des chemins, Crossroads. Donc, on est vraiment dans ce moment particulier de l'histoire.
Et Crossroads, c'est aussi le nom du groupe pastoral qui s'adresse aux jeunes et que le pasteur anime, mais va arriver un jeune homme qui va prendre en main le groupe et va avoir de plus en plus d'influence au grand déplaisir du pasteur. Et notamment son fils, son ado de 15 ans, Perry, fait partie du groupe et lui va découvrir assez rapidement les drogues qui arrivent, donc sex and drugs and rock and roll, les conséquences de tout ça dans cette petite famille qui va se désagréger littéralement sous nos yeux de lecteurs. Donc c'est le propos central du Crossroads de Jonathan Franzen aux éditions de l'Olivier. Vous allez voir qu'il y a quelques fils qui courent dans les sélections de ce mois-ci avec le nouveau roman de Jennifer Egan, qui avait remporté le prix Pulitzer avec Qu'avons-nous fait de nos rêves il y a quelques années de ça. Dans ce nouveau roman, elle revient au même personnage. Cela dit, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier. Le roman se tient en soi. Celui-là aussi est assez difficile à résumer puisqu'il est fait, d'une certaine façon, de 12 petits romans, mais dans lesquels les personnages passent de l'un à l'autre, mais on change de focus d'histoire en histoire. Et tout le roman, Cette maison en pain d'épices, se déroule avec dans une dystopie, mais qui commence en 2010. C'est Bix Bouton, personnage avec un nom étrange, qui est un genre de Mark Zuckerberg ou de Elon Musk, qui a inventé et c'est là qu'on tombe dans la dystopie, une machine qui permet, un engin qui permet, on le pose sur la table, c'est un carré, et c'est dans lequel on peut télécharger nos rêves, notre mémoire. Et cette machine donc va faire fureur, et tous les gens qui décident d'y participer téléchargent leur mémoire, mais elle est aussi accessible à tous ceux qui le veulent bien, ou à qui on donne la permission et on entend bien là la relation avec Facebook, avec les réseaux sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc, c'est l'accès à la mémoire collective. Mais cet accès, est-ce qu'il va accroître ou diminuer les libertés? Et le roman, donc, n'est pas en soi, je dirais, n'est pas qu'une dystopie, parce que ça, c'est évidemment, je dirais, le paysage, le fond du roman, mais c'est bien sûr le destin de ces 12 personnages qui sont au cœur de cette maison en pain d'épices. Et le titre, lui, fait référence au conte de fées, c'est-à-dire de Candy House, c'est-à-dire dans les contes de Grimm, on est attiré par la maison en pain d'épices, le rêve, mais une fois qu'on est entré dedans, qu'est-ce qui va se passer? Dans les contes de Grimm, ça ne se termine pas très bien pour les enfants qui entrent dans la maison. Et donc, c'est un roman, dans le premier qu'elle avait écrit, c'était toutes les promesses que la technologie semblait nous faire à l'aube de l'éclosion des réseaux sociaux en 2010, 2011, 2012. Et dans ce nouveau roman, d'évidence, Jennifer Egan a une vision un peu moins optimiste de ce que la technologie a pu nous apporter. Donc, La maison en pain d'épices, c'est aux éditions Robert Laffont de Jennifer Egan. Le fil qui court, c'est celui de la mémoire, bien sûr, du tout premier livre dont je vous ai parlé, jusqu'à celui-ci d'une écrivaine russe qui est exilée à Berlin, pour raisons poutiniennes, évidemment. Maria Stepanova, c'est en mémoire de la mémoire, aux éditions Stock. Là aussi, un projet littéraire tout à fait, en fait, encore une fois, très difficile à décrire, parce que ce n'est ni un roman, ni un essai. Stepanova, ce qu'elle a fait lorsqu'elle avait 10 ans, lorsqu'elle était encore enfant, avait commencé un projet, un genre de projet de scrapbooking, elle recueillait tous les petits mementos, tous les souvenirs familiaux, sans avoir de projet spécifique, sans avoir de raison particulière pour le faire. Et elle a ramassé tous ces objets, a abandonné ce projet qui n'avait pas de nom pendant quelques années, et puis l'a repris. Et avec tout le matériel qu'elle a accumulé, a commencé à faire une construction qui tient évidemment de la mémoire familiale, mais aussi de la reconstruction de toutes ces mémoires éparpillées, de tous ces souvenirs. Et ce projet arrive dans un moment où, en Russie, évidemment, le gouvernement Poutine, lui, travaille depuis 20 ans à réécrire l'histoire, à effacer des pans d'histoire aussi. Et donc, le projet de Stepanova apparaît comme d'autant plus vital qu'il en est un de témoignage de la vie
de ses parents, de ses grands-parents et d'elle-même et des générations actuelles en regard d'un gouvernement qui, lui, essaie de refaire l'histoire. Donc, En mémoire de la mémoire, c'est un projet, c'est un livre conséquent aussi qui fait presque 600 pages, mais c'est une épopée dans la Russie de tout juste avant-hier et d'aujourd'hui, de Maria Stepanova, aux éditions Stock. Le livre, ce mois-ci, avec le titre le plus plat, très certainement, Une histoire vraie, de Erik Larson. Je dis que c'est le titre le plus plat parce que, tout simplement, Erik Larson, si vous le connaissez, si vous avez déjà lu de ses livres, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle en anglais de la narrative non-fiction, c'est-à-dire qu'il écrit non pas des romans, mais des récits entièrement basés sur des documents historiques avérés. Donc, dans un de ses livres, par exemple, il racontait la montée du nazisme à travers les journaux intimes de 3 membres d'une même famille, un diplomate américain qui était à Berlin tout juste avant l'arrivée des nazis et tout juste après. Et donc, à travers les 3 journaux, il reconstruisait, à partir de ces extraits, la montée du nazisme. Ici, ce que Larson nous raconte, c'est l'histoire de la 3e plus grande, plus forte tempête que l'Amérique du Nord a connue depuis le début. Donc, ça s'est déroulé en 1900 et la tempête est passée à travers les Caraïbes et est passée par le Texas et est remontée jusqu'au Québec et à Terre-Neuve et a été catastrophique au Québec aussi. Mais dans le sud du Texas, à Galveston, sur la côte, la ville a été entièrement démolie, plus de 10 000 morts. Et ce que Larson a fait, c'est qu'il a retrouvé les documents d'époque, les témoignages des gens. Et il y a un personnage qui est au cœur du récit, c'est Isaac Klein, qui lui était météorologue et qui constatait quelques heures, à peine quelques jours, quelques heures avant l'arrivée de cette tempête, qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'environnement, que c'était plus une prémonition que quelque chose sur lequel il pouvait très précisément pointer. On va apprendre que les autorités américaines vont ignorer les avertissements que les météorologues cubains leur auront envoyés. Et évidemment, avec les conséquences désastreuses qu'on va connaître, Galveston, qui est à l'époque la plus grande ville du Texas, où les industries sont concentrées, va perdre sa place, évidemment, parce qu'on va considérer que sa position géographique est trop dangereuse, et c'est Houston qui va alors se développer. Et ce que Larson fait de livre en livre, c'est qu'il raconte ça comme un thriller. On sait pourtant comment ça va se terminer, mais la façon d'écrire le livre, c'est presque heure par heure, le développement, évidemment, le désastre qui va s'abattre sur Galveston. Donc, une histoire vraie de Erik Larson, c'est aux éditions du Cherche Midi. Un tout petit livre parce qu'on a eu quelques briques dans la sélection de ce mois-ci, un tout petit livre qui fait à peine 90 pages, mais ça n'est pas par l'épaisseur du livre qu'on constate les grandes œuvres. Je considère ce livre comme vraiment un livre tout à fait remarquable. C'est Delphine Orvillard qui nous avait donné le magnifique Vivre avec nos morts l'an dernier, qui cette fois-ci a écrit un monologue contre l'identité. Ça s'appelle « Il n'y a pas de Hajar » aux éditions Grasset. Le Hajar du titre, vous l'avez peut-être deviné, ce jeu de mots, c'est évidemment le Émile Hajar, donc l'auteur fictif de La vie devant soi, de Gros câlin, de L'angoisse de roi Salomon. Ce Hajar, c'était évidemment, et on l'a su après sa mort, Romain Gary. Et Orvillard, qui a toujours été fasciné par l'œuvre de Gary, a écrit cette fois-ci, non pas un essai, bien qu'il y ait une introduction qui tient de l'essai, mais bien un texte où le personnage s'adresse à nous, lecteurs, et ce personnage, il est fictif. C'est donc bien un très court roman que Orvillard nous donne, mais elle a inventé un fils fictif à l'écrivain fictif. Émile Hajar, c'était Romain Gary. Eh bien, elle imagine qu'Émile Hajar aurait eu un fils qui s'appelle Abraham et qui sait lui-même qu'il est fictif. Et donc, on est dans cette fiction de la fiction. C'est très méta, mais c'est aussi ce monologue contre l'identité, quelque chose qui va contre l'ère du temps, c'est-à-dire que cette femme qui est la première rabbine de France, la première femme qui tient le rôle du rabbin, qui est donc dans la religion judaïque, va nous faire tout ce monologue contre les identités religieuses, sexuelles,
Elle va nous dire que l'identité, c'est aussi un piège et que Gary, à l'époque, s'était senti prisonnier, avait donc inventé cet auteur fictif pour sortir du piège et s'était retrouvé de nouveau piégé. Et donc, dans ce parcours fascinant dans la littérature, Horviller nous parle du monde d'aujourd'hui. Le texte a été monté en pièce de théâtre cet automne à Paris avec beaucoup de succès et les critiques mentionnaient que le texte était très audacieux dans le contexte actuel. Donc, j'y ai pris un grand plaisir, on rit beaucoup, mais on réfléchit évidemment aussi beaucoup. Il n'y a pas de hasard de Delphine Horviller chez Grasset. Un essai de Pierre Bayard, un essai littéraire aux éditions de Minuit, Et si les Beatles n'étaient pas nés? Si vous connaissez peut-être Pierre Bayard déjà par le livre qu'il a peut-être, je dirais, fait vraiment connaître et qui s'appelait Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, ces essais sont toujours très ludiques, c'est toujours très sérieux, mais il y a toujours un grand plaisir de lecture et beaucoup d'humour aussi dans ces essais. Cette fois-ci, son sujet, c'est vraiment comment le succès et la réputation de certains artistes qui sont très bien établis, qui ont écrit des chefs-d'œuvre et qui prennent beaucoup de place dans l'histoire de la culture, eh bien, qu'est-ce qui peut-être est resté dans l'ombre de ces grandes vedettes et comment aussi le succès advient et comment les légendes se mettent en place. Il raconte ça à travers plein de personnages de la littérature contemporaine. Imagine un monde sans Simone de Beauvoir, que serait-il arrivé du féminisme si le deuxième sexe n'était pas paru? Que serait-il arrivé si Marx n'avait pas écrit ses livres sur le communisme, alors que la pensée communiste existait déjà à l'époque? Et que serait-il arrivé, dans le premier chapitre, si un jour, un client qui entrait chez un disquaire n'avait pas fait sa demande, est-ce que vous avez des disques des Beatles? Et que serait-il arrivé si le disquaire en question, qui n'avait pas de disques des Beatles parce qu'il n'y en avait pas, n'avait pas écouté ce client qui lui disait, ben écoute, il y a un groupe qui fait des spectacles dans un club ici à Liverpool, ils sont extraordinaires, tu devrais aller les voir. Et le disquaire, donc, va se rendre voir ce spectacle du groupe qui est les Beatles et va les trouver extraordinaires, va y croire comme personne. Toutes les compagnies de disques ont refusé d'en disquer les Beatles. Alors Brian Epstein, puisque c'est de lui qu'il est question, va donc prendre en charge les Beatles et on sait l'importance évidemment socio-culturelle que les Beatles auront pris. Mais est-ce que pour autant, il n'y avait pas dans l'ombre des Beatles en Angleterre en 1964, en 1965, des groupes aussi bons, qui écrivaient d'aussi bonnes chansons, mais qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas eu la carrière que les Beatles ont connue. Il parle aussi, et c'est absolument fascinant, de, comment s'appelait-il, donc, Ben Jonson. Non pas le coureur olympique canadien, mais Ben Jonson, dramaturge anglais du 16e siècle, du 17e siècle, non, du 16e siècle, contemporain de Shakespeare, qui était plus grand que Shakespeare. À l'époque, c'est lui qui avait les plus grands succès, qui était considéré comme le plus grand dramaturge. Et ça durera, cette réputation pour Jonson, jusqu'au début du 19e siècle, alors que Shakespeare, lui, sera tombé en défaveur. Au début du 19e, on ne joue plus Shakespeare où que ce soit, ou à peu près. Il est pratiquement inconnu, et ce sont les romantiques qui, au 19e siècle, vont redécouvrir Shakespeare, notamment Victor Hugo, et qui vont ramener Shakespeare, qui ne perdra plus depuis la place, le titre du plus grand dramaturge de langue anglaise. Alors que Ben Jonson est à peu près inconnu. Il y a une de ses pièces qui a été adaptée au cinéma français il y a de ça plusieurs décennies, Volpone. Moi, ça me sonnait vaguement une cloche, mais je ne savais pas du tout que c'était un film basé sur une pièce de Ben Jonson. Donc, Bayard ramène les pièces de Ben Jonson, les compare à Shakespeare et se pose toutes ces questions passionnantes de la réputation et de la postérité des œuvres artistiques, littéraires et autres. Donc, Pierre Bayard, aux éditions de Minuit, et si les Beatles n'étaient pas nés. Et rapidement, pour terminer, je voudrais aussi vous souligner l'apparition du nouveau livre de Sylvain Tesson, intitulé Blanc, aux éditions Gallimard. Moi, j'avais adoré La Panthère des Neiges, comme beaucoup de gens, prix Renaudot l'an dernier, le film qui en avait été tiré également. Pour les gens qui aiment Sylvain Tesson, cette fois-ci, pendant 3 années successives, à partir de 2019 et à travers toute la pandémie, chaque année, il va avec un groupe aller
skier, mais dans les sommets, vraiment, à partir de l'Italie, remontant les Alpes, dans un projet qui se résume par cette phrase dans le texte de présentation. Je croyais m'aventurer dans la beauté, je me diluais dans une substance. Dans le blanc, tout s'annule, espoir et regret. Pourquoi ai-je tant aimé errer dans la pureté? Et ce livre, comme pour La Panthère des Neiges, et comme ses précédents aussi, il est bien sûr dans cette saga donc de skier dans les hauteurs, sans véritable repère. Mais on est bien sûr aussi dans l'écriture de Tesson et donc dans la littérature, dans presque chaque chapitre, on est bien sûr dans les références à la littérature. Donc, les gens qui ont aimé Sylvain Tesson ne seront pas déçus avec Blanc aux éditions Gallimard. Voilà qui est pour les incontournables du mois de décembre. Nous nous reverrons donc dans la nouvelle année. Bon temps des fêtes. Bonjour, mon nom est Stéphanie, je suis libraire à la librairie Monet et aujourd'hui je vous présente mes incontournables pour la littérature québécoise pour la salle de montre de décembre. Alors, je commence avec un incontournable que je ne pouvais pas ignorer, c'est Maple de David Boudreau. Je vous en parle même si, là, évidemment, je suis pas mal certaine que vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Donc, dans ce roman-là, David Boudreau il a voulu renouer avec l'univers de la bête en faisant ressusciter le personnage de Maple qui est apparu dans la dernière, dans la fin de la trilogie de la bête. Si vous vous en souvenez, là, c'était un personnage, donc c'était une prostituée qui baignait un peu là, dans l'univers criminel et qui avait été à la fin du tome 3 incarcérée. Là, je ne sais plus exactement ce qu'elle avait fait, mais elle avait été incarcérée pour une période d'environ 6 ans, là, si je ne me trompe pas. À sa sortie de prison, donc, elle apprend qu'il y a eu une espèce de criminel qui s'en prend surtout aux personnes prostituées, qui fait la prostitution. Et donc, ça l'interpelle là, évidemment. Alors, elle décide de mener sa propre enquête. Donc, on est vraiment dans un polar. Contrairement à ses deux précédents romans, ben je dis deux, mais en fait la trilogie et Ta mort à moi. Donc on est cette fois-ci dans un roman noir du côté du polar, avec bien sûr l'humour qu'on connaît de David Boudreau, qui est beaucoup dans le cynisme, et qui se proclame également c'est-à-dire qu'il va vraiment essayer d'aller contre la censure, donc il veut vraiment pas se censurer dans ce roman-là. D'ailleurs, sur la première page, vous avez un traumavertissement et il mentionne cette œuvre de fiction déborde de violence, de références explicites au racisme, au multiculturalisme, à l'homophobie, etc., etc. Donc, on le sent un petit peu arrogant, ce ton-là arrogant qu'on retrouve dans ces personnages. Donc voilà, c'est un roman de décembre que je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, un autre que je ne peux pas ignorer, c'est La Reine de rien de Geneviève Peterson, qui est un peu une suite de La déesse des mouches à feu, parce qu'on retrouve son personnage de La déesse des mouches à feu qui revient cette fois-ci 10 ans plus tard, alors qu'elle a un conjoint, des enfants, une maison en banlieue, bref, un petit peu le moule là, toute faite des stéréotypes là, qu'on se fait de la vie d'adulte. Puis, Geneviève Peterson, dans ce moment-là, a voulu aborder la question de l'infidélité féminine, donc, et puis aussi du côté assumé de la sexualité féminine. Donc, est-ce que l'infidélité dans les romans, on en parle souvent d'un point de vue masculin, même que ça devient presque banal d'en parler. Puis là, cette fois-ci, ben, c'est quand une femme est infidèle, ben là, on dirait que c'est différent, on en fait comme plus on fait plus un drame avec ça, là, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bref, donc l'autrice a voulu se pencher sur le moment de la séparation dans un couple. Donc souvent, on va parler des conflits au sein d'un couple avant la séparation ou après. Puis là, elle a voulu vraiment se pencher sur le moment de la séparation. Donc, en mettant en scène un personnage qui est assez émancipé, vraiment qui représente vraiment les enjeux contemporains là, de féministes bien de notre époque. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté.
Un premier roman pour David Cloutier, La vie fabuleuse des gens fabuleux aux éditions de La Maison en Feu. Un premier roman donc assez coloré qui met en scène 3 personnages, donc 3 voix narratives. Il y a Léo qui est escorte à Montréal. Il y a Mylène qui est une actrice et qui, à 40 ans, va tomber enceinte et ne voudra pas de cette grossesse-là. Donc, on se demande qu'est-ce qu'elle va faire avec sa grossesse. Et enfin, il y a un troisième personnage qui est maquilleuse et qui est très méfiante des gens en général. On va comprendre qu'elle a eu beaucoup de traumas et on va rentrer dans sa psyché. Donc, c'est vraiment un roman où les personnages, on a accès à leur intériorité. Quand même avec un humour grinçant. Moi, je pense que ça peut plaire là, vraiment aux jeunes et aux moins jeunes. Des courts chapitres là, où on alterne en roman choral de personnage en personnage. Donc voilà, j'avais envie de vous le présenter. Neil Smith vient de publier donc chez Alto Jones, qui est le roman qui suit son précédent, qui s'appelle Boo, que je vais vous en glisser un mot là, tout de suite après pour vous rafraîchir la mémoire si vous vous en souvenez plus. Dans celui-là, on est encore dans le côté un petit peu fantastique, qui est un genre assez prisé là, de Neil Smith, parce qu'on suit donc le personnage d'Abby qui a le don de pouvoir faire voyager son âme dans celui des animaux et aussi dans celui de son frère, uniquement. Donc, cette espèce de jeu-là qu'elle utilise, c'est ça parce qu'elle utilise son don un peu de manière ludique, va l'amener un peu à fuir son quotidien assez difficile à la maison, un univers parental, là, justement, avec des parents, un père alcoolique, donc qui leur apporte beaucoup de souffrance au quotidien. Donc, moi, j'aime bien décrire Neil Smith comme le Heather O'Neill au masculin, parce que, justement, on a toujours le petit côté réaliste magique qui est présent. Donc, je pense que c'est vraiment un incontournable. Puis, ça me fait penser, justement, de vous représenter Boo, parce qu'il vient de sortir un coda chez Alto. Et Boo, si vous vous en souvenez pas, c'était l'histoire d'un jeune ado qui essayait de se souvenir, d'apprendre par cœur tous les signes du tableau périodique. Puis à un moment donné, il est devant sa case et là, il réussit à les réciter au complet et il est tellement content qu'il fait une crise de cœur et il meurt devant sa case. Et là, son fantôme se rend dans une espèce de paradis des jeunes ados de 13 ans qui ont subi des fins, justement, des fins abruptes. Mais lui, il comprend pas qu'il est décédé, donc ça va être vraiment un jeu autour de cette espèce de monde surréaliste. Donc, je voulais juste vous mentionner là, qu'il était arrivé en coda et que ça reprenait un petit peu les thématiques de Boo Jones. Vraiment, mon coup de cœur, je pense, du mois, c'est Bijoux de banlieue de Sarah Hébert. C'est vraiment une œuvre particulière. Comme vous pouvez voir, ça reprend vraiment le genre d'usine, qui est, là, si vous ne savez pas, c'est des espèces de collages là, qui sont faits un peu de manière artisanale, qui ont souvent une portée un peu anticonformiste, punk. Puis dans de ce livre-là, ça s'intitule d'ailleurs « Le guide d'excroissance personnelle qui changera votre vie ». Donc, Madame Bijoux essaie de vous donner des conseils aux femmes, bien sûr, pour essayer d'éviter de tomber dans des patterns ou, je veux dire, juste la première page est très éloquente, là, quand elle dit « Auriez-vous par hasard de la difficulté à vous faire confiance, respirer, prendre une décision? » Tu sais, on sent vraiment un ton ultra sarcastique, c'est un peu comme une satire féministe finalement de ces espèces de magazines-là qui véhiculent encore des idées comme quoi les femmes, on n'est pas complètes sans les hommes dans nos vies, on n'est pas réellement, c'est ça, complète. Puis elle va quand même parler de sa vie à elle, donc c'est un peu une autofiction. C'est un peu un journal intime en fait, où elle va tenter de comprendre d'où lui vient justement tous ces stéréotypes-là reliés au genre, en partant de son histoire personnelle avec sa mère, qui, elle, a marié
pas un bon gars, si on peut dire ça comme ça, tu sais, elle s'est tournée nécessairement vers un mauvais gars, puis elle va justement essayer de se poser la question, mais pourquoi on est tourné à aller vers des gars qui sont pas faits pour nous, qui sont toxiques. Donc, elle va essayer d'aller jusqu'aux magazines là, des années 50, puis de faire même le parallèle avec aujourd'hui, les magazines d'aujourd'hui, en disant que même après 3 vagues féministes, on n'est pas encore relevé de ces sorties de ces clichés-là. Puis moi, je trouve ça juste très, très drôle, l'humour qu'elle utilise. C'est comme vraiment arrogant, je sais pas comment dire, mais c'est super... en tout cas, c'est vraiment drôle la manière qu'elle a utilisée là, pour passer son message. Je suis sûre que ça pourrait plaire à tout le monde, aux ados, là, comme aux jeunes adultes. Là, c'est vraiment ultra de notre époque. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Et je termine ma capsule en vous présentant une réédition des Histoires simples de Carole David, parue d'abord en 2001 et rééditée avec Roxane Desjardins aux Herbes Rouges. C'est des nouvelles, mais c'est des nouvelles, donc, puis Carole David, là, donc on la connaît, c'est une autrice féministe née dans les années 50 qui a utilisé là, toute sa vie a pensé qu'elle avait la responsabilité de défendre ceux qui n'ont pas de voix, les laisser pour compte, les gens un peu marginaux. Puis, a toujours décidé de leur donner une voix dans ses romans, comme dans ses recueils de poésie. Dans celui-ci, donc, elle passe pas non plus à côté. Chaque nouvelle comporte des personnages marginaux. Puis, c'est un peu pour représenter là, les gens qui sont souvent ignorés ou marginalisés. Donc, puis vraiment, c'est une écriture super intéressante, là, Carole David. Ça se passe dans des lieux banals, comme une promenade au Dollarama, mais elle est capable de rendre une promenade au Dollarama intéressante. Là, fait que, voilà, je voulais vous le présenter. Donc, c'était une petite salle de monde. J'ai pas reçu beaucoup de nouveautés pour décembre, mais c'était vraiment mes principaux préférés du mois. J'espère que ça va vous aider dans vos choix. Et puis, on se dit donc à l'année prochaine. Bonjour, mon nom est Mike Seviano, je suis libraire responsable de la section adulte à la librairie Monet. Aujourd'hui, je vous présente les incontournables en polar pour la période de décembre. Oui, la salle de monde de décembre. Un décor bande dessinée derrière moi, mais des polars quand même bien adultes. Vous allez voir, on commence avec Keigo Higashino, les 7 divinités du bonheur aux éditions Actes Sud. C'est du Higashino tout craché, comme on est habitué de le connaître. Si vous avez des lecteurs, des lectrices qui l'aiment, vous allez retrouver exactement le même style, la même ambiance, écriture. Comme il sait très bien le faire, il exploite et il améliore son écriture à toutes les fois, à tous les romans. Les critiques pour ce roman-là sont extrêmement bonnes. C'est un homme influent qui est assassiné et on entre dans l'intimité de sa famille, en fait, les gens qui se posent la question pourquoi il est assassiné, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est lent. On creuse à l'intérieur de cette famille-là, on essaie de comprendre les raisons, le filon qui mène justement à la raison, le pourquoi de cet assassinat. C'est lourd, c'est écrit d'une façon toujours hyper chirurgicale du côté d'Higashino. C'est pas le roman avec un paquet d'actions, c'est pas le trailer avec des rebondissements, tout ça. C'est très psychologique, c'est très lent. À la limite, ça peut être parfois très contemplatif, mais c'est en même temps une écriture extrêmement fine, tendue. Et là, bien sûr, encore une fois, il y a une façon de nous exposer une situation initiale. Je dirais à la limite tonitruante et qui s'en va beaucoup plus vers le calme, vers l'introspection. C'est extrêmement agréable à lire, encore une fois. Les 7 divinités du bonheur de Keigo Higashino. Aux éditions Actes Sud. Tiens, on est dans les éditions Actes Sud, on poursuit avec La Bestia de Carmen Mola. Carmen Mola, faut pas se tromper, c'est un trio d'auteurs qui écrivent sous le pseudo de Carmen Mola. Vous avez déjà présenté une trilogie auparavant. On reprend avec une autre série qui s'appelle La Bestia. On est en 1834, on est à Madrid, on est en pleine crise du choléra.
Ça va pas bien dans la ville. Et on retrouve des cadavres de jeunes filles qui ont été démembrés. Et on commence à se demander, mais est-ce qu'il y aurait une bête sauvage, une bête inconnue qui se promène dans les rues et qui démembre les victimes? Tout tourne autour de ça. Thriller historique, suspense un peu ésotérique. Est-ce qu'on est vraiment face à une bête sanguinaire ou plutôt un tueur complètement désaxé? C'est extrêmement détaillé pour les gens qui aiment lire du polar, mais qui aiment également le versant, tout ce qui est historique. Vous allez retrouver à l'intérieur de ça vraiment quelque chose d'extrêmement agréable, extrêmement intéressant. C'est bien écrit, c'est solide, c'est détaillé. Quand on lit un polar historique, on a deux lignes d'attente. Hein? On veut que tout l'univers historique soit présent, soit là, rebondisse, que ce soit clair, qu'on ait l'impression de se retrouver dans la période. Mais on veut pas mettre de côté, en même temps, le côté suspense, le côté thriller, qu'est-ce qui va se passer à la fin. Ça, c'est vraiment la première motivation du lecteur ou de la lectrice de polar. Vous avez ça dans les deux à ce moment-là. Vous avez ces deux aspects-là dans ce roman-là. Vraiment bien mené. Une belle enquête, bien menée et avec des rebondissements qui sont quand même si on a l'impression de connaître une partie de cette histoire-là, si on est connaisseur d'histoire, il y a des trucs qui peuvent venir nous surprendre. On est avec Carmen Mola, La Bestia aux éditions Actes Sud. Poursuit avec, ça c'est quelque chose qui est intéressant, qui nous est présenté, La Parade des imbéciles de Davis Grubb chez Sonatine. En fait, Davis Grubb, c'est son deuxième roman seulement qui est traduit en français. Parade des imbéciles, Davis Grubb, c'est celui qui avait écrit avant tout La Nuit du chasseur. Et rappelez-vous, La Nuit du chasseur, c'est devenu un film extrêmement populaire, entre autres avec Robert Mitchum. Vous savez, Robert Mitchum qui avait Love et Hate tatoué sur les phalanges, tout ça. C'est exactement ce film-là. Le film était tiré du premier roman de cet auteur-là. C'est un classique de la littérature noire américaine des années 50, 60, tout ça. C'est un classique. La Parade des imbéciles vient d'être traduit et ça semble être exactement comme l'autre roman qu'on connaît de cet auteur-là. Grosso modo, ça se passe dans un univers carcéral, on est en prison, il y a des magouilles qui se créent, il y a des prisonniers qui sont libérés. Il semble y avoir un magot quelque part caché qu'on va aller retrouver parce qu'on l'avait abandonné avant de rentrer en prison. Mais dans tout ça, il y a quelqu'un qui leur en veut et qui veut vraiment qui en veut beaucoup à ce magot-là. C'est un des gardiens de prison, mettons un petit peu mal intentionné. Donc, vous voyez l'univers, on est dans le noir, on est dans l'Amérique profonde. C'est vraiment pour les gens qui ont un petit peu de nostalgie du roman très noir, bien tassé, bien dosé. La Parade des imbéciles chez Sonatine de Davis Grubb pourrait sans doute largement vous satisfaire. On s'en va du côté du polar français avec Nicolas Beuglet, que je vous ai déjà présenté dans d'autres lectures. Ici, on est avec L'Archipel des oubliés. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces romans, souvent, il va faire des liens, il va faire des échos à certains autres de ses romans ou de ses récits. C'est un peu le cas ici, c'est-à-dire qu'il va prendre une enquêtrice d'une série, une enquêtrice d'une autre série, et il va les joindre ensemble et elles vont travailler ensemble. Il crée une nouvelle série à partir de deux enquêtrices qui ont eu chacune, je dirais, leur heure de gloire dans deux séries différentes. Ajouter à ça vraiment un personnage qui est l'homme sans visage, là, alors qu'il y a des flammes diaboliques, tout ça. Associé un château d'Écosse, les brumes d'Écosse, ambiance là, qui crée littéralement tout cet univers-là d'inquiétude, de suspense, tout ça. Ajouter à ça, bien sûr, une écriture extrêmement fine, un sens du rythme, une connaissance, une intelligence, je dirais, de l'écriture du polar. C'est pas toujours donné, des fois c'est un peu plus facile, mais dans le cas de Beuglet, ça semble facile, mais on sent qu'il y a tout un travail justement pour que nous, lecteurs, lectrices, on soit grandement impliqués dans ce trailer-là. Combinez tout ça, et vous avez L'Archipel des oubliés, un trailer qui est vraiment agréable. Je vous lis une petite partie. Dans une course qui les entraîne du Loch Ness à la Norvège, Grace et Sarah, nos deux enquêtrices, vont devoir repousser les frontières de la peur pour rejoindre l'énigmatique archipel des oubliés, l'ultime rempart au chaos du monde.
On a l'impression qu'on s'en va très, très loin et que le mal est en train de nous échapper. Mais il semble y avoir deux enquêtrices qui sont quand même bien ferrées pour nous aider à voir la vérité. Nicolas Beuglet, L'archipel des oubliés, aux éditions XO Éditions. Le nid de Sarah Pearce chez Michel Lafon. Je le présente pour ceux qui, dans les lectures de polar, aiment avoir le petit côté sentiment de la peur. Ceux qui, pour celles que la lecture d'un polar, ben c'est à la limite un peu parfois de la peur, un peu d'épouvante, peut-être un peu de terreur, tout ça, qui sont pas totalement sur le mode policier traditionnel, mais sont plus à ce niveau-là, au niveau du trailer, mais le trailer, je dirais vraiment là, de la peur, tout ça. Ben, le nid de Sarah Pearce, c'est exactement ça. Elle nous avait offert le Sanatorium, il y a environ un an et demi, qui avait eu quand même un certain succès, qui avait un style qui semble se retrouver beaucoup dans ça. D'ailleurs, étonnamment, le personnage du Sanatorium revient à l'intérieur du nid. Là, vous avez tous les ingrédients pour satisfaire ce type de lectorat-là. Alors, vous avez un espace isolé, vous avez sur une île un genre de centre de bien-être extrêmement luxueux, des personnages en bonne quantité, mais inquiétants, intrigants, suspects du moins. Vous avez une tempête qui se prépare, donc un isolement qui va être annoncé, les gens ne pourront pas. Le confinement obligatoire, le fameux huis clos qui crée justement toutes ces tensions-là. Donc, prenez l'idée que vous avez à la base, l'écriture peut-être d'une Agatha Christie, dans le ton de on est tous ensemble, isolés à un endroit, puis il faut trouver le meurtrier. Et de l'autre côté, vous allez aller chercher un peu plus là, une écriture là, d'un auteur ou d'une autrice là, qui essaie de créer un peu plus de suspense. Peut-être du Shirley Jackson de l'autre côté. Donc, combinez tout ça, vous avez le nid. Bon, c'est sûr, si vous êtes du genre, j'aime le roman d'enquête traditionnel, trouver les pistes et trouver la solution à la fin, on n'est pas là. On est dans un thriller de peur, je dirais littéralement, mais ça peut être agréable, ça peut être vraiment intéressant à lire pour ceux qui aiment vraiment là, les émotions fortes et être tendus sur le bout ou le fond de vos sièges. Le nid de Sarah Pearce aux éditions Michel Lafon. J'y vais avec un classique, je dirais, un néoclassique, là, mais quelque chose qui ne se démarre pas, c'est que Viveka Stein, dès qu'elle sort un roman, c'est toujours efficace, c'est toujours un succès. Elle a la recette du succès. Je le dis, puis ça peut sembler un peu cliché la façon de dire ça, mais c'est exactement ça. Elle a un ton, elle a une façon d'écrire, je l'associe souvent à d'autres autrices ou à d'autres auteurs qui ont le ton, qui ont le style, qui ont la façon de se renouveler d'un roman à l'autre, mais toujours en gardant, je dirais, un peu le même univers, la même ambiance, le même style, pour pas décevoir leurs lecteurs, leurs lectrices, et pour pas les dérouter en même temps. Ici, là où on va être un peu dérouté, c'est dans le sujet, c'est-à-dire que c'est une nouvelle série. Donc, on avait chez Viveka Stein un paquet de romans avec toujours les mêmes enquêteurs, enquêtrices. Là, c'est complètement autre chose. Et on se déplace, on s'éloigne de Stockholm, on s'en va un peu plus dans la zone arctique, dans la zone polaire. Donc, ça se passe beaucoup plus au nord de la Suède. Et c'est une nouvelle aventure. Donc, elle nous amène ailleurs, mais toujours avec le même type d'écriture, avec la même qualité, le même standard, le même rythme, je dirais la même façon d'écrire, mais c'est pas un reproche en fait. La façon dont je le dis là, c'est pas que c'est redondant, c'est pas ça du tout. C'est juste que il y a des gens des fois qui aiment bien lire quelque chose où ils vont se sentir à l'aise. Retrouver ses pantoufles. Bon, utilisons ce terme-là. Là. C'est un peu ça. C'est juste que là, c'est comme si on retrouvait plutôt son bon vieux fauteuil. On a changé de pantoufles, c'est des nouvelles pantoufles, c'est une nouvelle série, c'est une nouvelle histoire. Mais encore une fois, on retrouve le bon vieux fauteuil, on est à l'aise, on sait comment c'est. Et on sait qu'avec Viveka Stein, il va y avoir quand même un bon rythme, une belle écriture, une belle façon de faire. C'est aussi, je le dis toujours, une belle porte d'entrée
Pour les lecteurs et les lectrices qui disent « Moi, je lis pas beaucoup de polar, je sais pas trop quoi lire, je veux pas aller trop loin, je veux pas que ce soit trop gore, je veux pas que ce soit trop osé, je veux pas que ce soit trop visuel, trop grave. Et j'aime pas ça, avoir peur, mais je veux lire du policier. » Ben, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour les gens qui veulent, qui sont intéressés justement à lire un peu de policier, un peu de thriller. C'est facile d'accès, mais c'est bien fait, c'est bien présenté, c'est bien écrit. Vivek Hochstein, Une écharpe dans la neige, chez Albin Michel. Et je termine avec le roman québécois qui ressort vraiment ce mois-ci. C'est Isabelle Lafortune qui nous offre Chaîne de glace aux éditions XYZ. Isabelle Lafortune nous avait offert Terminal Grand Nord auparavant. Ben, dans ce roman-là, Émile Morin, son enquêteur, revient. Ça se passe du côté de Shefferville, on est sur la côte nord, il y a de la magouille policière, magouille politique, administrative, tout ça. Elle plonge littéralement dans cet univers-là et elle nous révèle un peu les travers justement de tout ce qui se passe de ce côté-là. Émile Morin a subi des traumatismes dans sa première enquête. 6 ans après, il revient, marqué justement de tous ces traumatismes-là, mais il n'a pas fini sa job, donc il revient. C'est intelligent, c'est nerveux, c'est bien écrit, c'est détaillé. L'autrice connaît bien le lieu, elle a fréquenté, habité Shefferville, donc la façon qu'elle parle des personnages, on a vraiment l'impression que les personnages existent, qu'il y a des visages qui pourraient être vrais. Il y a tout un travail sur ça. C'est bien mené, c'est bien écrit, c'est excentré, donc ça se passe pas à Montréal, ça se passe vraiment dans une région éloignée, ce qui nous amène justement à réfléchir un peu sur comment l'actualité policière, comment l'actualité criminelle, mais comment l'écriture également du polar peut se faire dans des zones plus éloignées qui ne sont pas, comme dans d'autres romans, on a vu, l'île complètement, pas exotique, mais l'île isolée, puis avoir un cachet un peu fantastique, tout ça. Non, là, c'est autre chose. On est vraiment dans un contexte très terre-à-terre, mais éloigné. C'est extrêmement agréable, ça se lit très bien. C'est intelligent, c'est vif, c'est froid, c'est sain, c'est grinçant comme la neige. Et surtout, vous allez voir, vous allez avoir des personnages très, très agréables. Les personnages sont bien travaillés, qui ne sont pas forcés, qui sont hyper réalistes. Tellement réalistes qu'on se dit, ça doit venir de quelque part, il doit y avoir des histoires vraies dans ça. Et pourtant, tout est créé dans la tête d'Isabelle Lafortune. C'est vraiment bien mené. Isabelle Lafortune, Chaîne de glace aux éditions XYZ. Ben voilà, c'est terminé pour cette présentation. Il y avait plein de choix, il y avait plein de styles, il y avait plein de livres qui sont sortis, tout ça. C'est surtout les titres qui ont ressorti pour la salle de montre du mois de décembre. Donc, c'était justement les incontournables en polar du mois de décembre. Mon nom est Mike C. Viano. Je vous dis joyeuses fêtes. Nous, on fait une petite pause pour la fin de l'année et on va se retrouver l'année prochaine avec plein d'autres propositions d'incontournables directement en janvier. Merci, au revoir.